Depuis 2 jours, le pays est en ébullition. Après une journée du 7 février marquée par beaucoup d'actes de violence, de pillage, d'incendie, les choses semblaient se calmer un petit peu et depuis hier, tout semble recommencer à zéro, au point que à chaque fois qu'on doit sortir de chez soi le matin, on se demande s'il est sage de se risquer dans la rue, ne sachant pas ce qui vous attend. Et si vous arrivez à sortir, vous vous posez toujours la question de savoir si vous allez pouvoir rentrer chez vous le soir. Depuis 2 jours, Radio-Télé Métropole a décidé d'utiliser la technique des éditions spéciales, en ce sens que nous avons en permanence, enfin presque en permanence, dès que les choses commencent à chauffer un petit peu, nous avons des équipes de journalistes accompagnés d'un caméraman qui sillonne les rues et nous tiennent live, en direct, nous tiennent au courant de ce qui se passe. C'était le cas hier, c'était le cas aujourd'hui. En studio, pour un petit peu coordonner le tout, il y avait bien entendu Wendell Théodore, il y avait Luckner Garot et Georges Allen. Dans les rues, nous avions Jérémy Tillon, Rodolphe Pierre-Louis et Luxon Saint-Ville comme journalistes, accompagnés de Elsie Dieu-Lassin, Bernot Augusma, Guy Trichoisy et Claude Désir comme caméraman. Je tenais à citer leurs noms ce soir car souvent on les oublie. Pour faire le point sur ce qui s'est passé, un rapide récapitulatif de ce qui a eu lieu hier et surtout de ce qui s'est passé aujourd'hui, nous avons avec nous ce soir un des journalistes qui était dans les rues en reportage, c'est Jérémy Tillon. Bonsoir Serge, bonsoir à tous. Et à ma gauche, Luckner Garot, qui était aux commandes ici à côté de Wendell et de Georges Allen. Bon, alors messieurs, si vous le voulez bien, on va d'abord essayer de faire un très rapide récapitulatif de ce qui s'est passé hier. Quels ont été, d'après vous, les points chauds? Quelles leçons peut-on tirer de ce qui s'est passé hier? On commence par Jérémy, qui était dans les rues. Et donc, Serge, effectivement, hier, on a vécu une journée un petit peu tendue, surtout au niveau de Delma, où il y a eu une immense manifestation qui est partie du bas de l'avenue de Delma pour remonter. Hier, on a eu affaire effectivement à beaucoup de casse au niveau des pompes gasoline, au niveau des petits magasins qui abritent les pompes gasoline et au niveau justement des distributeurs d'eau. Donc là aujourd'hui et hier effectivement il y a vraiment eu de multiples attaques auprès des business privés, auprès des entreprises, auprès des stations-service et auprès justement des citoyens qui souhaitaient vaquer leurs occupations, ce qui a fait que hier c'était une journée très très compliquée au niveau de la sécurité. Mais il y a surtout eu une attaque coordonnée d'une banque. Et il y a eu effectivement une attaque coordonnée de la banque qui se trouve juste à côté de nous. C'était très violent et c'était une première. On ne voit pas souvent ça dans les manifestations. Ils ont réussi à pénétrer à l'intérieur des locaux. Et ils ont réussi donc à pénétrer à l'intérieur des locaux. C'est vrai que hier c'était une journée très très compliquée au niveau de la sécurité. Et comme vous dites, c'était vraiment une attaque perpétrée sur la succursale. Donc je ne pense pas que c'était spontané, c'était bien réfléchi. Et on pense qu'ils ont profité de ce moment où il y avait vraiment un chaos total pour justement essayer de s'imbriquer dans cette succursale qui en a fait les frais. Mais c'est pas la seule. Parce que sincèrement, voilà, la pompe gasoline qui était juste derrière aussi, elle en a fait les frais. Le petit magasin aussi. Donc vraiment, c'était un peu le chaos hier au niveau des commerces sur Delma. Avec la différence que ceux qui se sont attaqués à la banque se sont du coup trouvés pris au piège. Effectivement. Voilà. Effectivement. Qu'ils ont été appréhendés et mis à l'arrière des pick-up. Luckner, comment est-ce que vous pouvez résumer de là où vous étiez, donc une espèce de poste de commandement, qui entendiez les nouvelles de tout le monde? Qu'est-ce qui ressort le plus de la journée d'hier pour vous? En fait, depuis vendredi, jeudi, il y a eu une journée de manifestation planifiée, coordonnée, lancée par l'opposition. Maintenant, la journée du jeudi étant réussie, l'opposition a lancé l'opération Pays Loc. Donc, ce qui veut dire que pas besoin de lancer la manifestation, tout le monde
et à sa guise, peut lancer un mouvement, peut barricader sa zone et empêcher les gens de vaquer à leurs occupations. Et c'est exactement ce qu'on vit depuis vendredi. Maintenant, hier, lundi, il n'y a pas eu d'annonce de manifestation. Dans la matinée, c'était quand même une capitale qui voulait reprendre ses activités. On a vu sur Delma des tap-tap, on a vu des marchands dans les petits marchés, on a vu par exemple des supermarchés qui tentaient d'ouvrir leurs portes. Mais brusquement, midi, on a reçu une nouvelle. Il y a une manifestation géante qui est partie de Cité Soleil, qui a traversé la route de l'aéroport, passant par Gérald Bataille, lancé Delma 33 pour arriver sur l'autoroute de Delma. Maintenant, durant tout ce trajet, il n'y a pas eu de policiers qui accompagnent ce mouvement. On parle de plusieurs milliers de gens dans les rues, jusqu'à ce qu'ils parviennent à l'autoroute de Delma, il n'y avait pas de policiers. Oui, mais pour qu'il y ait des policiers, encore faut-il que la manifestation soit annoncée d'avance et que le trajet suivi soit connu de la police. Apparemment, ça, c'était du spontané. C'est le schéma classique. Oui. Mais, Serge Clan, vous allez comprendre que une manifestation qui est partie de Cité Soleil pour longer l'autoroute de Delma jusqu'à Gérald Bataille, de Gérald Bataille longeant la Delma 33 jusqu'à l'autoroute de Delma, quand même, il faudrait que quelqu'un remarque ce mouvement, avertisse la police et que la police puisse... Parce que peu importe si vous avez été notifié, informé ou non, vous avez le devoir de protéger, sécuriser la manif et protéger les gens. Donc, maintenant, attendre que le mouvement parvienne sur l'autoroute de Delma, que les gens commencent à casser pour que la police intervienne, là, c'est ce qui a marqué la journée d'hier. Et depuis Delma, on va dire 49, après 40B, les manifestants ont commencé à saccager les entreprises. Les stations à essence, tout ce qui a vitre a été ciblé. Donc, il a fallu attendre que les gens arrivent à Delma 54 pour attaquer la BNC, pour que la police intervienne. Donc, pour moi, c'est ce qui a marqué cette journée. Et c'est systématique presque tous les jours après 7 février. Dans la matinée, c'est correct. Il y a plus ou moins un calme apparent. Les gens tentent de vaquer rapidement à certaines occupations. Maintenant, arrivé vers 11h, 10h, des gens commencent à placer des barricades timidement. Maintenant, une fois qu'il n'y a pas de réaction, c'est parti pour une manifestation. Et c'était pareil aujourd'hui. Au carrefour de l'aéroport, moi j'y étais, il y avait des individus, peut-être quelques dizaines, qui étaient là, plaçant des barricades, attendant le moment de sortir, de lancer un mouvement. Et on a signalé ça sur Métropole. Mais n'empêche que personne n'est intervenu. Je ne vais pas dire la police, personne n'est intervenu. Il a fallu qu'un groupe parte, encore une fois, de Cité Soleil, passe par le carrefour de l'aéroport, et ces gens-là ont suivi, ont longé l'avenue Martin Luther King, descendu sur la Lue pour se rendre au palais. Donc, pourquoi il n'y a pas eu, je ne sais pas, une intervention de la police pour dégager la route au niveau du carrefour de l'aéroport et peut-être dissuader ces gens-là qui étaient prêts à sortir, à entamer un mouvement, de le faire. Donc, c'est pour moi ce qui marque ces 2 jours, lundi et mardi. Ok, la police est exténuée, c'est ce qu'on dit, après jeudi, vendredi, samedi et dimanche, mais quand même, ça reste l'institution qui doit protéger et servir. Mais est-ce que la grande différence entre... on va prendre le 7 février comme point de départ. Le 7 février, c'était organisé, c'était voulu, c'était planifié. Il y avait des slogans qui étaient clairs. Les 2 slogans qui résument finalement le 7 février, c'est d'un côté « Nous pas capables encore » et d'un autre côté « Côté comme Petro-Caribéa ». C'était toujours là les 2 choses qu'il ne faut pas mélanger. Tout à fait. Il ne faut pas mélanger. Mais depuis le 7 février... on ne sait pas qui donne les mots d'ordre, on ne connaît pas les raisons des manifestations, on se contente de constater qu'il y a de plus en plus de dégâts. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est, et c'est une question que je me pose, pourquoi est-ce que les stations-service sont particulièrement visées, ciblées ? On peut comprendre l'intérêt, entre guillemets, commercial qu'il peut y avoir à piller un magasin d'appareils électroniques. Vous piquez 6 téléphones, vous allez les revendre au 10e de ce qu'ils valent, mais ça vous donne quand même suffisamment d'argent pour manger pendant 3 jours. Mais quand on saccage une pompe à essence, qu'est-ce que ça vous rapporte ?
C'est la question. Ce matin encore, j'ai interviewé David Chionnier, qui est président de l'ANADIP, l'Association nationale des distributeurs de produits pétroliers. Il se posait aussi la question, pourquoi les stations à essence? Parce que après la crise, il faudrait quand même qu'on utilise ces pompes pour avoir des produits pétroliers. D'autant qu'on est déjà en état de pénurie. Tout à fait. Mais pourquoi attaquer ces pompes? Qu'est-ce qu'on a à gagner à attaquer ces pompes? Bon, messieurs, je ne sais pas si je pourrais mettre cette hypothèse, mais je crois qu'en tout cas les manifestants qui se sont attaqués ou que j'ai vus qui s'attaquaient aux pompes exprimaient toute leur frustration et leur rage sur quelque chose qui pour eux représente de l'argent. Ou en tout cas peut-être quelque chose... En tout cas, eux, ils n'ont pas forcément accès à cette pompe parce qu'ils n'ont pas forcément de voiture ou de moto, et que pour eux, ça représente, ça représente peut-être la bourgeoisie ou peut-être des businessmen, ou peut-être le secteur privé, et que pour eux, il faut qu'ils déchaînent leur rage sur cette pompe à essence. Ouais. Deuxième chose, ils attaquent les pompes à essence, mais ils se focalisent aussi sur les petits magasins qui abritent justement des galons d'eau, des recharges, des batteries, des batteries tout ce qu'ils peuvent porter d'ailleurs. Tout ce qu'ils peuvent porter. Là, vous reveniez justement sur JS Computer qui vient juste de se faire attaquer. J'étais donc pendant cette attaque, j'étais présent avec nos caméramans de Métropole dans le centre-ville. On a vu des gens qui ont transporté des imprimantes et je ne suis pas sûr qu'ils sachent réellement à quoi ça va leur servir. Mais pour eux, c'est de l'argent, c'est un moyen de pouvoir le revendre, c'est un moyen de pouvoir subvenir peut-être à leurs besoins, à leurs futurs besoins, je ne sais pas. Mais pour eux, ils s'attaquent à une force ou à un secteur sans forcément dire c'est à telle personne ou telle personne. Mais pour eux, c'est une richesse qu'ils vont pouvoir emporter chez eux. On a même vu des gens avec carrément des fours qui pesaient leur poids carrément sur la tête et partir avec. Donc, oui, mais ça vaut de l'argent. Donc, à la effectivement, on peut comprendre quelqu'un qui est au bout du rouleau, qui n'a plus rien à perdre, qu'il essaie de... Mais encore une fois, s'attaquer aux petits magasins qui souvent sont dans les stations-service pour voler quelques gallons d'eau, des batteries, des bidons d'huile, des choses comme ça, là encore, ça a une valeur commerciale. Mais qu'est-ce que ça rapporte à quelqu'un d'aller casser une pompe, d'arracher les tuyaux, de casser les compteurs, briser pour briser, sachant que l'idée, c'est de faire du désordre. C'est de faire de l'impact. C'est de faire de l'impact. Ok, donc c'est créer quelque chose qui puisse être débattu dans les médias et que le sujet puisse faire objet d'actualité et que les gens comprennent que ils vont reculer devant rien. Donc il faut agir vite. S'ils demandent le départ du président, que le président comprenne qu'il faut partir, parce que là, ils sont prêts à tout casser. Donc c'est un peu le message qu'ils veulent lancer. Mais écoutez, moi j'ai constaté quoi? Moi j'ai constaté de la jouissance chez ces gens-là qui cassent. De la jubilation. Oui. Quand ils cassent, ils sont heureux, ils sont contents. Délivrés. Donc voilà, c'est un exercice pour se libérer du défoulement. Voilà, parce que maintenant, le mot ou la phrase fétiche, maintenant, c'est bouler. Ouais, avant, c'était on casse les vitres, etc. Maintenant, on ne perd plus son temps à casser les vitres. Bouler ça, on perd du temps pour bouler. Donc c'est un peu... Et les gens je ne sais pas, ont quelque chose à exprimer. Ils ont quelque chose à faire passer comme message. Donc peu importe si vous faites partie de leur secteur ou quoi que ce soit, ils cassent pour faire passer leur message. C'est ce que moi je... Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que vous savez comme moi, et peut-être même mieux que moi, que beaucoup de gens pensent que cette poignée de casseurs, parce qu'en fait ils ne sont pas très nombreux, ils sont quelques centaines, cette poignée de casseurs est manipulée. C'est une théorie qui circule. C'est une théorie. C'est une théorie qui circule, invérifiable évidemment, mais beaucoup de gens pensent que les choses sont ciblées. Alors maintenant, si vraiment les stations à essence, comme on vient de le dire, ne représentent aucun intérêt économique pour ceux qui les cassent, mais par contre ont peut-être un intérêt quelconque pour ceux qui organisent pour ce secteur. Et voilà, donc on peut se poser la question, pourquoi la pompe à essence? Et là, peut-être qu'on peut trouver des réponses. Moi, je me pose surtout la question, Serge, est-ce que l'opposition qui a lancé ce mouvement Pays-Loc, est-ce que l'opposition a encore le contrôle de cette situation? Est-ce que l'opposition sait qu'à partir de cet appel, est-ce qu'elle sait qu'elle a créé quelque chose
elle a permis à des gens mal intentionnés d'agir librement. Par exemple, on a vu sur la boule, Montagne Noire, des gens qui rançonnaient les passagers. Ok? Carrément. Ils étaient là, vous voulez passer avec votre voiture, vous allez payer. Donc c'est carrément à cause de ce mouvement de pays loc, des gens qui voulaient faire, pas du mal, qui voulaient gagner de l'argent dans de mauvaises conditions, en profitent. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens là qui viennent casser à Delma, ils ne pouvaient pas le faire, mercredi 16 par exemple. Mais comme il a fallu, comme il a maintenant ce mouvement pays loc et l'État ne gère rien, il faut le dire, parce qu'on a entendu qui là? Depuis 17 février, on a entendu le secrétaire d'État à la sécurité publique, Moussa Saint-Cyr, et qui d'autre? Personne. Personne. L'exécutif est muet depuis 17 février. Donc, ces gens profitent de ce climat pour faire tout ce qu'ils veulent et gagner de l'argent dans de mauvaises conditions. Pour aller encore dans votre sens, Luc Niangaro, je crois qu'il y a quand même une différence fondamentale entre ce qui s'est passé le 7 février et ce qui a commencé hier. C'est que le 7 février exigeait de la part de ceux qui lançaient ces mouvements une certaine organisation, une certaine coordination. Alors qu'à partir du moment où le mot d'ordre c'est « faites ce que vous voulez à partir du moment où vous bloquez le pays », dans votre quartier, dans votre coin, ils l'ont dit d'ailleurs, coupez un arbre, mettez-le en travers de la route. Là, vous mettez en branle des milliers et des milliers de petits coins où chacun est le petit maître de son quartier. Exactement. Et où il dit, bon, moi je vais bloquer en coupant un arbre. L'autre dit, bon, moi je vais bloquer en mettant des grilles, l'autre en mettant des pneus, etc. Et ça fait une multitude de petits points qui font que, encore une fois, on sort le matin et on ne sait pas si on va pouvoir rentrer le soir. Je suis bien placé pour le savoir. Maintenant, l'exécutif dit quoi? On sait que ce mardi, il devrait avoir un conseil des ministres extraordinaire. Oui. Et donc on attend encore les résultats. Ce qui va sortir. Est-ce qu'on sait si ce conseil a commencé là? Là, la dernière fois que j'ai eu au téléphone un conseiller du président, c'était pas encore commencé. Jusqu'à ce que je vienne sur le plateau, j'avais pas confirmation que c'était commencé, parce qu'il y avait tellement de choses qu'on disait autour de ce conseil des ministres, c'était compliqué. Maintenant, j'ai parlé ce matin à un conseiller du président, c'est Richard Doré, qui disait encore que le président avait un mandat de 5 ans et que le président tenait à son mandat et que l'opposition devait comprendre la nécessité de venir sur la table du dialogue. Le président est prêt à dialoguer. À la question si le président voulait mettre son mandat sur la table, Richard Doré hésitait un petit peu avec beaucoup de langue de bois. Il a tenté de faire comprendre que le président était prêt à tout, mais dans le respect des principes. Donc les principes, c'est qu'il y a un mandat de 5 ans et qu'il faut respecter son mandat. Oui. On comprend. Sur ce point-là, ils n'ont pas varié. Ouais. Mais je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous avez donc parlé à Richard Doré, conseiller du président, ou même porte-parole. Mais j'ai entendu que vous aviez aussi interrogé Maître Camille Leblanc, qui est un des très proches du Premier ministre, mais qui n'a aucun rôle officiel. Et vous m'avez dit que vous aviez également eu Madame Edmonde Supplice-Bozil et Monsieur Jean-Robert Argan. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de ces 4 interviews En fait, Madame Bozil, c'est pour l'opposition. Madame Bozil fait partie, Madame Bozil de la fusion, et fait partie d'un groupe de 8 partis politiques qui ont publié une note demandant au président de se retirer. Okay. Et donc Mme Bozil a expliqué que finalement, la fusion, par exemple, a tellement fait de propositions au président à travers les correspondances pour expliquer la nécessité de lancer un dialogue, mais vraiment un dialogue ouvert avec tout le monde depuis après 6-7 et juillet. Mais le président n'a pas fait cas de ces correspondances. Donc à partir de tout cela, il est trop tard pour le président de parler de dialogue. S'il faut dialoguer maintenant, les conditions ont changé. Avant, il parlait seulement de mettre son mandat sur la table. En ce moment, ils veulent plus. Et selon Edmonde Supplice-Bozil, donc il faut lancer des signaux clairs et mettre son mandat sur la table, par exemple, et la question du budget de la République, un budget plus sincère et plus crédible. Ouais. Donc l'opposition, ou encore ces 8 partis politiques, dont Fusion, Contra Pepla et Haïtien pour Haïti,
Et donc, ces partis veulent que le président parte pour laisser, en fait, qu'il y ait un dialogue pour préparer l'après Jovenel Moïse. Et Jean-Robert Argan, c'est le coordonnateur du collectif du 4 décembre qui aussi a publié une note pour prendre position. Jean-Robert Argan croit aussi, au nom du collectif, que les acteurs doivent tirer leur révérence et laisser le pays à un conseil de sages pour réaliser pour remettre le pays sur les rails. En gros, donc c'est un peu ça la position de Jean-Robert Argan par rapport à une série de constats. Et que, par exemple, que le pays n'est pas dirigé, et que la vie chère fait rage, etc., le dollar par rapport à la goude. Donc, avec tout ce constat, le collectif croit que le président devait se retirer. Et vous avez aussi parlé de... J'ai eu Mme Bozil, et Jean-Robert Argan, et M. Camille Leblanc. Et lui, comme vous l'avez dit, il est proche du Premier ministre, mais il n'a pas de poste officiel. Avec M. Camille Leblanc, on voulait confirmer certaines rumeurs. Par exemple, que l'entourage du président Jovenel Moïse voulait que Jean Ricéan démissionne. Camille Leblanc n'a pas confirmé, mais il est clair que Gabriel Fortuné, qui est un proche du pouvoir, qui d'ailleurs a été mandaté pour et que Camille Leblanc a cité ce matin. Tout à fait. Il l'a dit, et il a dit par exemple que, oui, s'il dit que l'entourage du président veut que Jean Ricéan démissionne, c'est appartient notamment des déclarations de Gabriel Fortuné. Il l'a dit clairement sur une station. Oui. Jean Ricéan devait démissionner pour laisser au président le soin de résoudre cette crise. Maintenant, Camille Leblanc ne voulait pas, je veux dire, officiellement partager la position du Premier ministre ou encore comment le gouvernement compte résoudre cette crise, puisqu'il ne fait pas partie du gouvernement, il est seulement ami du Premier ministre. Mais il pense que le Conseil des ministres de ce mardi devrait déboucher sur quelque chose. Donc là, on attend. Sur des réponses, au moins. Oui. Mais il confirme qu'il y a eu des CSPN, donc des réunions avec le CSPN, le Premier ministre et le chef de la police. Très récemment. Sur comment aborder toute cette question. Absolument. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait enfin un petit bilan de ce qui s'est passé aujourd'hui, maintenant qu'on a fait un peu le tour de tout. Bon, en fait, il faut souligner, Serge, il faut souligner que... Et surtout, excuse-moi, Garo, si vous le voulez bien, vous qui avez vécu ces 2 journées, disons, en direct, et même avec les mains dans le cambouis, est-ce que vous voyez une différence entre hier et aujourd'hui, et si oui, laquelle? Et alors moi j'étais plus basé sur le Champ de Mars aujourd'hui, donc je ne pourrais pas vraiment comparer les 2 ambiances. En revanche, ce que je sais aujourd'hui, et je l'ai remarqué avec mon collègue Luxon, c'est qu'il y avait 2 types de manifestants. Il y avait des manifestants qui souhaitaient manifester contre le pouvoir et aller sur le palais, sur le Parlement, ou en tout cas aller voir un bâtiment qui représentait l'autorité. Et puis il y avait une autre partie des manifestants qui, je pense, eux, souhaitaient profiter du désordre pour entrer dans les magasins et pour pouvoir piller. Et c'est vraiment ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu des gens, moi j'ai vu des manifestants qui n'étaient pas du tout sur Jovenel ou sur Séan ou sur la politique. Eux, c'était... Il faut que je récupère quelque chose aujourd'hui. Craser, briser, de quoi manger à la maison ce soir. Exactement. De quoi monnayer. Exactement. Et puis, il y a 2 autres aussi, il y a deux autres faits qu'il faut qu'on souligne. C'est que ce matin, on a eu des manifestants qui étaient très hostiles à Métropole, à Radio Métropole en tant que média. Et puis, on a aussi rencontré d'autres manifestants qui ont dit non, c'est bon, Métropole, pas un problème, on le frappait, c'est la presse, vous travaillez, on vous laisse tranquille. Mais voilà, ce matin, sur la route de l'aéroport, on est arrivé à un endroit où on nous a dit c'est seulement cette radio et cette radio qui peut venir nous voir, les autres radios, vous venez pas. J'entendais la réaction de Wendell tout à l'heure, quand Rivers lui a posé la question. Si j'ai bien compris, il y a eu de la part d'une station sœur des attaques extrêmement violentes qui ont été portées contre Métropole. Cela dit, je ne sais pas quelle est votre position, mais moi je partage tout à fait la position de Wendell, qui dit que ce n'est pas à nous de répondre. D'abord, c'est le public qui saura faire ses choix, et surtout, il faudra que ce soit au niveau de la direction générale de Métropole qu'une décision soit prise pour savoir comment répondre à ce genre d'attaque non fondée et totalement fausse,
truffé de mensonges, etc., etc. Nous ne citons pas de nom. Évidemment, il ne faut pas tomber dans le piège, mais moi je sais que personnellement, pendant ces jours qui viennent de précéder, est-ce que c'est parce que tous les soirs je dis à la télévision la boucle est bouclée, mais je sais que souvent j'ai pu sortir d'une mauvaise passe parce que un des manifestants dit « Ah non, c'est la métropole là, oui, qui est le passé ». Des manifestants hostiles à la presse en général, oui. On a eu, oui. Peu importe, hier encore, qui a fait les frais la dernière fois, le 7 février. On a brisé les vitres d'un véhicule de Kiskeya. Donc, on fait avec. On fait avec. Alors, pour la question, qu'est-ce qui a été différent entre les deux journées? Oui. Moi, je crois que il y a dans certaines zones, par exemple à Tabar, que c'était plus corsé aujourd'hui. Tabar n'était pas trop concerné par tout ce qui se passait, mais aujourd'hui, il y avait des barricades vraiment. Et à Tabar, c'était compliqué, quoi, les bouquets aussi. Par contre, sur Delma, Pétionville, on a vu qu'il y avait plus d'activité aujourd'hui. Delma et Pétionville n'avaient pratiquement rien. Et c'est une bonne note. J'irais même plus loin, il n'y avait pratiquement rien, c'est-à-dire rien du tout. C'était le grand désert. Dans l'après-midi. En descendant vers 1h30, je n'ai jamais vu Pétionville aussi vide. Aussi vide. Dans l'après-midi, parce qu'il y avait des rumeurs. Et quand la manifestation est partie de Cité Soleil, il y avait des rumeurs qu'ils allaient monter sur Pétionville. Et quand Pétionville, c'est ce que cette manif a fait hier à Delma, donc ils ont pris des... Mais dans la matinée, le marché fonctionnait, etc. Donc il y avait plus de monde, il y avait plus d'activité sur Delma. C'est ce qui, pour moi, marque une différence. Et la manif s'est rendue au niveau du Palais national, au Champ de Mars, et n'a pas touché ces zones. Donc, il faut aussi parler des prises de position. Il y a beaucoup plus de secteurs maintenant qui prennent des positions. Par exemple, la Chambre franco-haïtienne de commerce, la Chambre haïtienne de commerce, l'ADI, et les évêques d'Haïti, la conférence épiscopale, la Fédération protestante d'Haïti, deux groupes au niveau du Parlement, que ce soit au Sénat, à la Chambre des députés, et des partis politiques, les partis Union par exemple, les hôpitaux. Les hôpitaux, oui. Donc il y a plus de positions. Et on va dire que majoritairement, par exemple pour la Chambre de commerce, que ce soit franco-haïtienne ou la Chambre haïtienne, elle demande un dialogue ouvert avec le mandat du président sur la table. Les évêques catholiques, par exemple, demandent qu'il y ait des sacrifices pour résoudre le problème. La Fédération protestante aussi parle de dialogue sincère, ouvert, avec toutes les options sur la table. Et maintenant, pour les parlementaires, ils demandent carrément que Jovenel Moïse se retire et laisse le soin à un gouvernement de sa République, un gouvernement de sages, etc., peu importe comment vous l'appelez, et un gouvernement puisse résoudre le problème. Donc, quelque part, toutes les prises de position vont dans le sens pour résoudre ce problème. Il faut soit que Jovenel Moïse se retire, ou que le dialogue se fasse avec toutes les options sur la table. Donc voilà un petit peu pour le tableau aujourd'hui, pour les différents secteurs qui ont pris des positions. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce cosmos politique haïtien qui a évoqué le fait que le nom du président Moïse apparaisse dans le rapport de la Cour supérieure des comptes et quelles conclusions en ont-ils tiré? Moi, je n'ai rien entendu. Depuis jeudi, on ne parle plus de Petro-Caribé. Okay, depuis jeudi. Enterré. Ah non, Petro-Caribé, c'était jeudi. Ok, depuis vendredi, maintenant, les gens qui sortent dans les rues peuvent toujours chanter les balles pour l'aller, mais la grande priorité, c'est casser les vitres et peut-être pour la plupart piller les entreprises. Mais les manifestations, genre coordonnées avec des slogans contre Jovenel Moïse ou pour le procès Petro-Caribé, ou que ce soit, on n'a pas entendu ça depuis le début. C'est ce que, oui. Une autre différence, Luckner, entre ce qui se passait hier dans le pays aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu un mort par balle. Oui. Jérémy a vécu ça au Champ de Mars. Oui, effectivement, il y a eu un mort sur le Champ de Mars. C'était dans une grande confusion. Alors au début, on a entendu, il y a un journaliste qui a été touché. Ensuite, nous, en tant que journalistes, on s'est rendu sur les lieux et on a vu que non, ce n'est pas un journaliste. Donc c'était un manifestant qui a pris une balle dans la tête. On ne sait pas par qui, est-ce que c'est par la police ou est-ce que c'est par un autre manifestant. Ça, pour l'instant, rien n'est précisé. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que ça a remis énormément de rage et de force auprès des manifestants qui, là, étaient vraiment décidés à aller directement sur le Palais national. En fait, le Champ de Mars était très compliqué.
tous les manifestants étaient disposés autour du Champ de Mars, mais ils n'avaient pas accès pour rentrer, par exemple, devant la cour de cassation ou près du Mupana. Et le bouclage par les forces de exactement, aussi exactement. était solide. Impressionnant. Les forces de l'ordre ont fait un bon travail par rapport à la sécurisation du périmètre, ça, il n'y a pas de souci. Mais en revanche, lorsque le manifestant donc, tué par balle a été ovationné par les autres manifestants, chaque groupe a commencé à s'organiser pour non seulement prendre ce corps et le protéger. À ce moment-là, les policiers ont lancé des gaz. Donc là, ça a énervé énormément les manifestants qui ont commencé à envoyer des roches sur les policiers, etc. Ils ont été obligés de laisser le cadavre au milieu de la route. Lorsque les gaz se sont dissipés, on a vu certains manifestants qui sont allés les chercher, mais on a senti que c'était, entre guillemets, la goutte d'eau qui faisait déborder le vase pour eux. Aujourd'hui, c'était vraiment le degré de violence auquel ils ne s'attendaient pas. Et donc là, les policiers se sont retrouvés face à il y avait 500 personnes à gauche, 500 personnes à droite, 1000 personnes par derrière, 2000 en face. Et difficile de contrôler tout ça. Très, très difficile. Mais ils ont une ambiance de guérilla urbaine, en fait. C'est là cette confusion qu'il y a eu quand même 5 véhicules incendiés et une station à essence partiellement incendiée. Oui, 5 véhicules incendiés, en effet, des véhicules privés. Privés, oui. Des véhicules privés, mais fait à souligner, moi j'aimerais quand même le dire, souvent on reproche aux pompiers de ne pas venir ou de mettre énormément de temps. Ils ont dû mettre maximum 10 à 15 minutes, mais ils sont arrivés très rapidement sur les lieux parce que c'était un endroit très dangereux, parce qu'il y avait des voitures qui brûlaient près d'une station à essence. Donc dans laquelle il y avait des bonbonnes de propane. Exactement, et dans laquelle ils avaient essayé aussi de mettre le feu. Donc là, les pompiers ont vraiment fait un très bon travail. Ils sont arrivés au bout de 10-15 minutes, ils ont éteint les sinistres, et ça, faut le souligner. Mais oui, pour revenir aux manifestants cet après-midi, il y a eu un manifestant qui a été tué par balle. On ne sait pas qui il est, mais en revanche, effectivement, ça a vraiment raviver la colère des autres manifestants qui ont vraiment stipulé aux médias, qui leur ont dit regardez, ça y est, voilà, ils ont tué un manifestant. Ils ont bien entendu mis ça sur le dos de Jovenel Moïse, mais voilà, c'était le point culminant de la journée. C'était un petit peu indescriptible au niveau de l'ambiance, parce que ça tirait dans tous les sens, il y avait du gaz partout. C'est jamais facile à supporter. C'était, voilà. Bon, eh bien, écoutez, nous retenons ce point que vous avez souligné, à savoir le bon comportement, et surtout le comportement rapide et efficace du corps de pompiers de Port-au-Prince. Bravo, messieurs. Et avant de conclure, j'aimerais aussi rapporter, et Luc Nergaro pourra le confirmer, puisque c'est un appel qui a été reçu ici, à Métropole. Nous avons reçu plusieurs appels de gens qui sont dans des états désespérés. Ce sont des gens qui sont, pour la plupart, malades, qui ont absolument besoin de pouvoir se rendre à l'hôpital. On parlait tout à l'heure de cet appel déchirant des hôpitaux qui disaient « nous n'avons plus rien ». On a eu Anne-Marie Issa qui a parlé, qui a lu cet appel au secours de l'hôpital Albert Schweitzer de Verrette. Certaines personnes, un en particulier, ce couple diabétique dont la femme avait fait un AVC, disait « mais dans le temps, quand des séries de manifestations étaient organisées comme celle-là, ceux qui organisaient les manifestations prenaient toujours le soin de décider de 1 ou 2 journées de trêve pendant lesquelles ils garantissaient à l'ensemble de la population « vous pouvez aller faire ce qu'il faut absolument que vous fassiez », que ce soit aller à l'hôpital, que ce soit faire quelques courses pour mettre à la maison pour que les enfants et tout le monde puissent trouver à manger. Et cet appel, je crois que je ne vais contre l'avis d'aucun de mes camarades ici. Je crois que Métropole peut se faire le relais de cet appel, laisser une chance aux gens de pouvoir se soigner, de pouvoir faire ce qu'il faut pour ne pas mourir faute de soins
par exemple. C'est un appel que nous tous nous lançons aux organisateurs, si tant est, comme vous le disiez tout à l'heure, Garo, si tant est qu'il y ait encore un centre névralgique de commandement. Voilà. Merci Jérémy Tillon, merci Luc Nergaro, merci à tous les autres qui ne sont pas là, mais dont je rappelle rapidement les noms: Rudolf Pierre-Louis Luxon-Saint-Ville, les caméramans Elsie Dieu-Lassin, Bernot Augusma, Guy Trichoisy, Claude Désir. À la salle, Wendell Théodore, Georges Allen et Luc Nergaro. Nous vous remercions tous de votre attention. Ce soir, je ne dirai pas la boucle est bouclée parce que je ne suis pas sûr qu'elle soit bouclée. Voilà, donc on va voir de quoi demain sera fait. Tout à fait. Exactement. Et je ne sais pas ce qui va sortir de ce Conseil des ministres. D'abord, voilà. Donc je ne sais pas si nous allons revenir à la programmation coutumière avec Métro News le soir, si le pays va nous le permettre. Mais voilà. Bonne fin de soirée et à très bientôt.